Mesdames, Messieurs, chers invités, chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous accueillir à ce webinaire organisé par le pôle Corporate and Investment Banking, le pôle CIB du groupe Attijari Alpha Bank, autour d'un thème d'actualité et hautement stratégique pour notre continent, à savoir la transition énergétique. Et plus spécifiquement, nous tenterons aujourd'hui d'aborder ce sujet avec nos invités sous l'angle des perspectives pour les partenariats publics-privés en faveur de la transition énergétique en Afrique. Ce qu'il faut noter, c'est que le Maroc a adopté à la fin des années 2000 une vision stratégique pour la transition énergétique du pays qui a été l'une des plus ambitieuses d'Afrique, avec un objectif de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays à près de 52% à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous avons fait plus des tiers du chemin puisque nous sommes à un taux de 35%. Un sujet d'actualité également sur ce volet, c'est que vous avez vu le gouvernement récemment qui a été mis en place et qui a institutionnalisé un ministère de la transition énergétique et du développement durable. Ça montre tout l'intérêt qu'accorde le Maroc à cette question fondamentale de la transition énergétique et justement pour réaliser cet objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la vision stratégique à la fin des années 2000, le Maroc a adopté un arsenal juridique pour dynamiser le développement des énergies renouvelables à travers un certain nombre de lois, notamment, et Marim nous en parlera, la loi 1309 qui a permis d'encourager la participation du secteur privé dans la production électrique, et d'autres lois de partenariat public-privé ou délégation de services publics. Oui, c'est vrai que la question du cadre réglementaire est une question très importante pour les investisseurs privés, parce qu'on a besoin d'un cadre qui soit clair, qui soit transparent, où les responsabilités sont claires pour pouvoir justement investir sereinement. Pour donner un peu plus de détails sur le cas du Maroc, donc au Maroc, on peut développer des projets d'énergie renouvelable sous deux schémas. Il y a, on va dire, le schéma classique historique et des appels d'offres, donc lancé par l'autorité publique. Et d'ailleurs, le premier parc éolien au Maroc, celui de Koudia al-Bedat d'une 50aine de mégawatts, a été développé dans ce cadre. Donc, quand on est dans un cadre d'appel d'offres, donc c'est l'État qui prend les devants pour choisir le site, lancer l'appel d'offres et le structurer. Mais ce faisant, elle prend une part importante du risque. Donc, il y a une intervention forte de l'État avec pour conséquence importante l'alourdissement du bilan de l'État parce qu'il va garantir un certain montant de fonds propres de dette, donc avec les mécanismes que l'on connaît donc de lettres de support du gouvernement. Et ça va venir alourdir le bilan de l'État et grever par la suite ses capacités à lancer d'autres projets ou à se financer ou à s'endetter. Et puis, il y a le virage qu'a pris le Maroc début des années 2010, qui est la loi 1309. Donc, c'est une loi qui a libéralisé la production et la commercialisation des énergies renouvelables. Donc, on peut avoir un producteur privé comme c'est le cas de Nareva et puis d'autres développeurs qui se sont aussi intéressés au sujet et qui va donc commercialiser cette électricité à des clients industriels. Donc, la structure qu'a choisie le Maroc est assez particulière, assez différente et assez audacieuse par rapport à la pratique qui était à l'époque en Europe. On était plus sur des schémas take-or-pay où l'opérateur réseau va s'engager à prendre donc cette électricité avec des tarifs préfixés. Le Maroc a fait le pari de laisser le marché se réguler, donc faire jouer cet équilibre entre l'offre et la demande, et donc favoriser de manière encore plus forte, je trouve, l'intervention des acteurs privés qui vont prendre du coup le risque de cet investissement, structurer donc les projets de manière à ce qu'ils soient bancables, faire appel donc à des banques commerciales, comme c'est notre cas donc avec Tijari. Le cadre réglementaire au Cameroun, qui est le principal pays de la CEMAC, qui dispose d'un potentiel hydroélectrique remarquable, puisque c'est le deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique après la République démocratique du Congo. Donc, le cadre réglementaire, paradoxalement, n'est pas spécifique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de cadre réglementaire relatif aux énergies renouvelables. Il existe un cadre réglementaire relatif aux projets d'énergie, mais pas renouvelables. Si bien que ceux-ci ne sont pas discriminés positivement par rapport à tout projet de développement d'énergie. Alors, il existe une petite exception, c'est qu'il est fait obligation aux producteurs d'électricité détenteurs du monopole dans le domaine, qui s'appelle Eneo, il lui est fait obligation d'acheter l'énergie jusqu'à 5 MW pour les petits investissements dans le domaine. Donc, c'est le point qui facilite les investissements renouvelables. Le deuxième point qui est compliqué
par rapport aux investissements en Afrique centrale, c'est les capacités de financement du secteur bancaire. Donc, il se trouve que nous sommes banquiers, on peut en parler de façon spécifique. Ces projets-là sont en général des projets à rentabilité longue et demandent des financements longs. Et les bilans des banques ne sont pas forcément adaptés à ça. Il est difficile pour une banque en Afrique centrale de prêter au-delà de 7 ans de maturité. Or, ces projets demandent généralement des crédits plus longs que ça. Nous reconnaissons au Fonds vert pour le climat l'importance cruciale d'avoir un cadre réglementaire, institutionnel et juridique qui est favorable aux investissements pour encourager la transition énergétique et d'autres objectifs comme le changement climatique. Alors, il y a en fait 3 fenêtres d'accès au fonds que nous utilisons pour encourager et accompagner les pays à le faire. Nous avons d'abord ce programme que nous appelons un programme préparatoire ou readiness, comme on le dit, qui supporte les pays dans quatre axes qui sont censés renforcer leurs capacités. Donc, il y a d'un côté le renforcement des capacités des acteurs nationaux, y compris l'autorité nationale désignée point faux eux-mêmes et d'autres acteurs. Mais il y a aussi la partie qui nous intéresse, c'est une focalisation sur les cadres institutionnels qui peuvent lier à des investissements verts. Et juste pour donner un ordre de grandeur, chaque pays peut avoir accès chaque année à juste $1 million américains. L'autre fenêtre qui est disponible est en fait la fenêtre projet eux-mêmes. En fait, il y a aussi une troisième fenêtre qui est celle qui vient dans notre facilité d'opération des projets, où on peut inclure parmi les études préalables justement une étude sur le cadre institutionnel et réglementaire qui serait approprié pour permettre la réalisation du projet, non simplement sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier et réglementaire. Le développement de l'électrification justement à partir d'énergies renouvelables est donc un défi majeur pour le continent africain qui, il faut le souligner, dispose, et Alexandre l'a dit tout à l'heure, dispose des ressources parmi les plus favorables au monde pour l'exploitation d'énergies renouvelables, le continent africain. Donc justement, pour adresser ces défis importants, une forte participation du secteur privé et des fonds internationaux est nécessaire. Donc je reste convaincue que les acteurs privés, comme l'Areva par exemple, peuvent jouer un rôle crucial dans le déploiement de ces opportunités justement. Donc, toujours en parlant du cas de Nareva, on s'intéresse beaucoup donc à des sujets un peu nouveaux qu'on voit sur la scène internationale, comme par exemple la production d'hydrogène ou d'ammoniac vert, avec des perspectives de consommation nationale, mais également d'export pour l'Europe. Ou encore, l'un des sujets aussi qui va changer la donne aussi au niveau du secteur, c'est pouvoir justement gérer le défi de l'intermittence des énergies renouvelables, pour justement augmenter leur part dans le mix énergétique. Donc, pouvoir gérer le couplage de plusieurs technologies, solaire, éolien, batterie, stockage hydrogène, pour pouvoir justement arriver à produire une énergie verte la plus stable possible, ça va aussi changer la donne et je pense que les acteurs privés peuvent également apporter beaucoup là-dessus. Donc, Mazen, justement, dans cette perspective, pour le solaire, a joué un rôle un peu spécial, puisqu'il s'agissait de mettre en place une technologie relativement nouvelle, aussi avec une technologie capitalistique qui nécessitait des moyens importants. Donc, le premier projet qui est mort Ouarzazate, le choix a été porté pour faire un projet sous un schéma IPP, donc, mais avec des financements apportés par Mazen, où Mazen, justement, jouait un rôle de banque, plus ou moins, puisqu'elle empruntait auprès des IFIs, qui sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BEI, l'Union européenne et d'autres, bien sûr, pour financer ces projets-là, il y avait un prêt qui est rétrocédé. Aujourd'hui, donc, avec, disons, les autres projets où la contrainte, disons, du coût est moins pesante, puisque pour les premiers projets, c'était essentiellement des projets CSP, il fallait tout mettre en œuvre pour réduire le coût, et c'était ça aussi l'un des objectifs à travers ce montage. Pour les autres, aujourd'hui, les autres énergies, que ce soit donc l'éolien ou le photovoltaïque, on est dans un schéma classique avec des financements privés
donc à travers donc, le recours aux banques de la place, mais tout en gardant la concessionnalité là où il y a un intérêt sur les technologies nouvelles, sur des moyens de stockage et aussi sur la prise de participation de la partie publique au niveau de différents projets. À côté des acteurs privés, il y a donc le GCF qui a contribué au financement d'un certain nombre de projets de développement durable pour le secteur privé. Alors, je rappelle les chiffres. On est à plus de 50 projets énergétiques où vous avez contribué à hauteur de 2,6 milliards de dollars au sein du GCF à financer. Et en Afrique, vous avez contribué au sein du GCF au financement d'une vingtaine de projets d'atténuation d'émissions de CO2 avec plus d'1,7 milliard de dollars de financement GCF. Et face aux besoins d'investissements colossaux pour assurer une transition énergétique à travers des énergies propres et durables, quelle est l'expérience et l'apport du GCF dans la mobilisation du secteur privé au profit de ces projets? Les fonds publics sont insuffisants, nous le savons tous, mais par contre, nous réalisons que la mobilisation de financement du secteur privé permettrait d'avoir un effet de levier fantastique qui attirerait beaucoup plus de ressources dans ce domaine, y compris dans la transition énergétique. Nous avons atteint le milestone de 10 milliards d'investissements approuvés. Et sur ces 10 milliards, nous avons le plaisir de dire qu'il y a presque un tiers qui sont investis dans le secteur privé, à travers notre division de la facilité du secteur privé. Nous sommes en train de travailler donc, avec Kabishi et l'ensemble de l'équipe du GICF pour mettre en place un pipeline de projets que nous pouvons financer partiellement ou totalement à travers le GICF. À la fois, bien sûr, commençons par des projets locaux au Maroc, et pour justement assurer cette montée en compétences, en savoir-faire, et ensuite aussi targeter des projets en Afrique. Globalement, en Afrique, ce que l'on remarque sur ce volet du financement, c'est que les projets d'énergie renouvelable, qu'ils soient éoliens, solaires ou hydrauliques, sont financés essentiellement par des capitaux privés. Ces financements privés proviennent pour la majorité de fonds internationaux et multilatéraux, notamment des DFI, en l'absence, on va le dire, d'une forte implication des secteurs bancaires locaux, à l'exception de quelques pays comme le Maroc. On l'a vu tout à l'heure, puisque au Maroc, grâce à la capacité financière et prise ferme importante du groupe Tijari Wafa Bank, ainsi que la profondeur du marché, nous avons accompagné aux côtés du système bancaire national des projets d'énergie renouvelable sur des maturités très longues qui ont atteint jusqu'à 20 ans, et Meriem peut en témoigner. Sur le reste du continent, et notamment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, les contraintes financières et réglementaires sont différentes de celles du Maroc, notamment en termes de profondeur de marché où les maturités ne sont pas aussi longues pour ce type de projet. Malgré cela et malgré ces contraintes, en tant que groupe bancaire panafricain pleinement engagé en faveur du développement durable, nous l'avons vu à travers l'accréditation du GCF, mais aussi à notre contribution au financement de projets d'énergie renouvelable, puisque nous avons financé près de 1900 MW de projets d'énergie renouvelable au sein du groupe Tijari Wafa Bank, qui totalise un engagement de près d'1,3 milliard d'euros en financement vert dans 5 pays, Maroc, Tunisie, Égypte, Cameroun et Côte d'Ivoire. Les besoins en financement sont colossaux. Alexandre aussi l'a mentionné. Nous avons besoin de pouvoir mobiliser énormément de fonds, et nous avons aussi besoin de pouvoir mettre en œuvre des approches innovantes. Et alors, dans ce cadre-là, le Fonds vert pour le climat, justement parce que nous avons une certaine activité en matière du capital et nous avons un grand appétit pour le risque, cela permet d'être à l'écoute de partenaires et d'essayer des approches innovantes, même si sur le plan financier et économique, ça va être assez risqué. Au niveau des autres pays africains, là aussi, il existe une multitude de structures de financement. Certes, Alexandre l'a souligné tout à l'heure, les banques locales peuvent avoir des contraintes réglementaires liées à la maturité ou à la devise.
mais on voit des banques multilatérales qui sont très actives, on voit des fonds d'investissement spécialisés, on voit aussi des banques internationales qui sont intéressées et donc qui sont friands de ce genre de projet et proposent donc de financer les projets ONER. Le goulot d'étranglement, à mon avis, c'est plus la pénurie de projets bancables. Un projet bancable, c'est un projet avec une bonne allocation de risque, c'est un projet voilà, qui est connecté à un réseau électrique stable et fiable. C'est un off-taker avec une situation financière voilà, solvable. Et c'est plus là où je trouve où le bas blesse quand on regarde certains projets en Afrique. Donc, pour moi, la contrainte n'a jamais été de trouver le fond, c'est plutôt de trouver le bon projet, le structurer de manière à le rendre justement bancable et intéressant d'un point de vue investisseur et prêteur.